Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Électrotoile. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le tableau de répartition, également appelé tableau de distribution électrique. Pour cela, je vous propose de voir l'appareillage constituant ce tableau, du coffret jusqu'au disjoncteur à l'intérieur, afin de découvrir la fonction de chacun d'eux. Ensuite, j'aborderai la norme NFC 1500 pour voir comment distribuer et répartir les différents circuits électriques et le choix des disjoncteurs et des différentiels à mettre en tête de ligne. Enfin, je terminerai en vous présentant quelques étapes du remplacement d'un ancien tableau par un nouveau, avec le changement d'une grosse partie de l'appareillage modulaire. Je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, le distributeur de matériel électrique biselectric.com, qui m'a fourni une partie du matériel présenté et installé dans cette vidéo. Alors plongeons tout de suite dans le monde de la distribution électrique domestique et explorons les subtilités de l'appareillage à utiliser. Découvrons l'appareillage constituant le tableau de répartition. Tout d'abord, l'appareil que l'on trouve à gauche de chaque étage d'un tableau électrique, c'est le dispositif différentiel. Il peut s'agir soit d'un disjoncteur différentiel, mais dans la majorité des cas, ce sera un interrupteur différentiel que l'on installera car ils sont moins chers. Ce différentiel ou DDR est obligatoire. Il protège les personnes contre les défauts d'isolement. Ce défaut survient lorsqu'un potentiel actif tel que la phase vient toucher accidentellement la carcasse métallique d'un appareil. Ce défaut est dangereux car invisible. En effet, si une personne vient à toucher la carcasse métallique, elle sera alors soumise à un choc électrique potentiellement mortel. Le différentiel est donc indispensable à notre sécurité et vient en complément de la prise de terre et du conducteur vert-jaune afin de détecter et d'évacuer les courants de défaut par la terre. La sensibilité du différentiel, c'est-à-dire la valeur du courant de défaut détecté, doit être faible. Le différentiel sera alors de haute sensibilité car sa valeur sera inférieure ou égale à 30 mA, soit 0,003 A. Mais cette valeur de 30 mA est déjà très dangereuse car elle correspond au seuil de paralysie respiratoire au-delà de 500 millisecondes de contact. Voici le symbole électrique de cet interrupteur différentiel. On voit ici les contacts de coupure sur la phase et le neutre. Là, ce rond, c'est la désignation de la fonction interrupteur pour couper le courant. Et ce trait horizontal, c'est la fonction sectionneur pour séparer physiquement. L'ellipse tout en bas qui entoure la phase et le neutre symbolise le tore qui détectera le déséquilibre entre le courant qui circule dans la phase et celui qui circule dans le neutre. Si un déséquilibre apparaît, c'est-à-dire que les deux valeurs ne sont plus égales, alors cela provoquera le déclenchement du différentiel, via le relais ou la bobine, symbolisé par ce rectangle ici à droite. Voyons maintenant une autre catégorie d'appareils. Ceux placés physiquement à droite du différentiel, eh bien ce sont les disjoncteurs. Mais d'un point de vue câblage ou schéma, les disjoncteurs se situeront en dessous, c'est-à-dire après ou en aval du différentiel. Chaque disjoncteur protégera un circuit ou un appareil dédié. Il assure la protection du circuit et l'appareillage contre les surintensités de type surcharge. C'est l'exemple d'une multiprise avec trop d'appareils branchés dessus. L'intensité dépasse alors ce que supporte le câble, ça chauffe et ça peut même provoquer un incendie. Et l'autre surintensité que détecte le disjoncteur, c'est le court-circuit. Lui, il survient quand par accident une phase touche un neutre. Le courant augmente alors de façon très importante et en quelques millisecondes. Ces surintensités ou élévations du courant sont donc dangereuses pour les câbles et conducteurs, mais également pour tout l'appareillage électrique. Les interrupteurs, les lampes, la machine à laver, le téléviseur et tout ce qui est branché sur une prise ou relié par des conducteurs électriques. Ce disjoncteur doit être choisi ou calibré, sa valeur est en ampères, en fonction de l'appareil qu'il doit alimenter et protéger. Et en fonction de ce calibre dépendra la section des conducteurs à raccorder en aval du disjoncteur. Mais je détaillerai toutes ces infos sur les calibres et sections dans la suite de la vidéo lors de l'aspect normatif et des rappels de la NFC 1500. Dans certains départements français soumis au risque d'orage, c'est-à-dire appartenant à la zone AQ2 repérée sur cette carte en rouge, dont l'alimentation est partiellement ou entièrement aérienne ou équipée d'un paratonnerre, il faudra installer dans le tableau ce parafoudre. C'est également un appareil de protection. Il permettra d'évacuer instantanément à la terre la charge électrique ou surtension provenant de la foudre et ainsi protéger l'appareillage électrique présent dans le logement. Pour faciliter les raccordements de l'appareillage modulaire, on retrouve les borniers. Le bleu, c'est celui pour le potentiel de neutre. La couleur noire ou le rouge sera utilisé pour la phase et enfin le vert, c'est le bornier pour la terre. Il sera donc important de bien respecter ce code couleur et de ne pas faire n'importe quoi, car là aussi, c'est normalisé. Pour simplifier les raccordements des différentiels entre eux, on peut utiliser ce qu'on appelle un peigne vertical
car le raccordement se fait de cette manière du haut vers le bas. Ce peigne est très pratique et évite l'utilisation des borniers phase et neutre tout en haut du tableau, et de réaliser des pontages avec des conducteurs de grosse section. Pour les raccordements entre eux de la partie amont des disjoncteurs avec le différentiel, on utilise cette fois-ci un peigne horizontal, car le câblage se fait dans ce sens, de la gauche vers la droite. Ces peignes permettent de faire des pontages entre l'appareillage avec une section identique, et c'est donc bien plus sûr et pratique que de réaliser ces liaisons avec des conducteurs. Alors, à des fins d'uniformité, je n'utiliserai que de l'appareillage modulaire de marque Legrand, mais sachez que d'autres marques telles que Hager ou Schneider proposent également des produits de qualité et de référence dans le domaine électrique. Certes, les tarifs seront souvent plus élevés, mais vu que l'appareillage assure la sécurité des personnes et des biens, je vous conseille d'installer du matériel de confiance et ne pas jouer à l'économie dans ce domaine. Maintenant que vous connaissez l'appareillage, voyons l'aspect réglementaire avec la norme NFC 15-100. Cette dernière fixe les règles de conception, de mise en œuvre des installations électriques basse tension en France, dont le tableau électrique fait partie. La manette des disjoncteurs ne doivent pas être placées en dessous de 90 cm du sol s'il n'y a pas de porte sur le coffret, mais peuvent descendre jusqu'à 50 cm si le coffret est équipé d'une porte, comme celui que j'installerai en fin de vidéo. Concernant le nombre de différentiels par logement, la norme en impose au minimum 2 et de sensibilité 30 mA. Le premier doit être de type A. Il protège obligatoirement au moins la plaque de cuisson et le lave-linge. Le second différentiel sera de type AC et protégera les autres circuits. Sous chaque différentiel, il est interdit de mettre plus de 8 disjoncteurs. De ce fait, il faudra rajouter un troisième ou un quatrième différentiel si le nombre de circuits est important. Cela nécessitera la pose d'un tableau avec plus de rangées. Et pour ceux qui se demandent comment choisir le calibre du différentiel, voici la réponse. Alors, il y a deux options. Soit on utilise la règle de l'amont, en prenant comme référence la valeur du calibre du disjoncteur d'abonné. Dans mon cas, le disjoncteur général, celui qui appartient à EDF, est calibré à 60 A. Dans ce cas, je dois choisir les différentiels de calibre supérieur, c'est-à-dire 63 A. La seconde méthode sera la règle de l'aval, et dépendra des calibres des disjoncteurs placés en aval du différentiel, c'est-à-dire en dessous. Cette méthode nécessitera un peu de calcul, car il faudra faire la somme de ces calibres en prenant un coefficient de 1 pour les circuits de chauffage ou pour le chauffe-eau, et un coefficient de 0,5 ou 1,5 pour les autres circuits. Prenons l'exemple de cette rangée. Avec deux circuits prises à 20 A, deux circuits chauffage calibrés à 16 A, et un circuit volet roulant calibré à 10 A. Le calcul revient à faire la somme suivante. 0,5 x 20 plus 0,5 x 20 plus 1 x 16 plus 1 x 16 et plus 0,5 x 10. Soit 10 A plus 10 A plus 16 et plus 5. On arrive à un total de 57 A. Le calibre du différentiel sera donc, comme précédemment, de 63 A. Enfin, pour respecter la norme, il faut répartir les circuits et déterminer le calibre des disjoncteurs et choisir en fonction les sections des conducteurs à raccorder. Pour cela, vous pouvez vous référer à ce tableau. Il regroupe l'ensemble des calibres de disjoncteurs et la section des conducteurs en fonction du type de circuit à alimenter. Par exemple, pour un circuit d'éclairage, la section minimale des fils est fixée à 1,5 mm et le calibre maximal du disjoncteur sera de 16 A. Cela signifie que l'on pourra utiliser un disjoncteur de 10 A pour protéger un circuit d'éclairage. Un disjoncteur 10 A déclenchera d'ailleurs plus tôt qu'un 16 A. En cas de surcharge, la protection sera donc plus rapide à couper le défaut. La NFC 1500 dit qu'il faut tirer au minimum 2 circuits d'éclairage dans un logement. Et un circuit d'éclairage doit alimenter au maximum 8 points lumineux. Pour le raccordement des circuits prises de courant, il y a deux solutions. Si vous avez un maximum de 8 prises par circuit, alors ce circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A et câblé avec des conducteurs de section 1,5 mm². Si votre circuit prise de courant alimente jusqu'à 12 prises au maximum, alors le disjoncteur devra être calibré à 20 A et les conducteurs utilisés seront de section 2,5 mm². Pour l'alimentation des radiateurs électriques, le choix du disjoncteur et la section se fera en fonction de la puissance en watts des convecteurs alimentés. Par exemple, un circuit alimentant 3 radiateurs de 1000 watts, la puissance totale sera donc de 3000 watts.
On choisit donc le disjoncteur avec un calibre de 16 A maximum et des conducteurs de section 1,5 mm². Il existe aussi des circuits déspécialisés, c'est-à-dire qu'un disjoncteur protégera un seul appareil. C'est le cas pour la VMC, le lave-linge, le sèche-linge, la plaque de cuisson par exemple. Et dans un tableau neuf, afin de prévoir d'éventuelles extensions du logement, la norme impose de laisser 20% de réserve, c'est-à-dire 20% de place libre dans le tableau et sur les rails. Il vaut donc mieux dimensionner un peu plus grand le tableau pour y laisser un peu de place et respecter cette marge de 20%. Et maintenant, voyons quelques étapes du remplacement du tableau de répartition. La première chose avant de tout démonter est de bien identifier vos circuits, afin de savoir que tel disjoncteur alimente tel circuit ou telle pièce. Il se peut qu'un repérage soit déjà présent sur les porte-étiquettes du tableau. Dans ce cas, vous aurez juste à vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais si rien n'est noté, il faudra le faire vous-même. Pour faire cette identification, arrêtez toute activité nécessitant l'électricité, car vous devrez couper un par un les disjoncteurs. Arrêtez donc l'ordinateur et ne lancez pas de machine pendant ce temps de repérage. Prenons un exemple. Vous cherchez à identifier vos circuits d'éclairage. Commencez à allumer toutes les lampes du logement en appuyant sur chaque interrupteur. Lorsque tout est allumé, allez au niveau du tableau et ouvrez le premier disjoncteur. Et regardez si cela a un effet sur les lampes. Si vous ne constatez rien de particulier, refermez le premier disjoncteur et ouvrez le second. Si des lampes s'éteignent, associez les pièces concernées à ce disjoncteur ouvert et notez tout cela sur une feuille. Faites de même pour l'ensemble des circuits électriques du logement. Ça va prendre un peu de temps, mais en procédant étape par étape, vous finirez par identifier chaque disjoncteur. En complément de l'identification sur feuille, je vous conseille de réaliser un repérage sur les disjoncteurs directement. Par contre, j'ai simplifié le repérage avec des numéros scotchés sur le porte-étiquette en associant la position du disjoncteur et son étage au niveau du tableau. Ainsi, les disjoncteurs du premier étage seront numérotés de 10 à 19, ceux du second étage de 20 à 29 et ainsi de suite. Cette solution permettra d'identifier le disjoncteur, par exemple le numéro 33, ce sera un disjoncteur placé au troisième étage sur la rangée 3. Et en lisant mon plan, je saurai que c'est le disjoncteur qui protège le circuit lave-vaisselle, par exemple. Le remplacement du tableau électrique nécessite également de respecter des règles importantes de sécurité, avec la proximité de l'électricité. Alors avant d'ouvrir le tableau électrique, et pour travailler en sécurité, il est nécessaire de mettre hors tension toute l'installation électrique. Je commence par ouvrir le disjoncteur général, appelé également AGCP, pour appareil général de coupure et de protection. Je baisse donc le levier en position off ou 0. Pour pouvoir approcher mes mains en toute sécurité de l'intérieur du tableau, je m'équipe d'une paire de gants isolants afin d'éviter tout risque de contact direct avec la tension 230 volts. Je retire le cache situé en dessous du disjoncteur d'abonné en tournant d'un quart de tour la vis plastique. Et c'est la partie non plombée que j'enlève. J'enlève également le couvercle du tableau en dévissant les 4 vis placées aux 4 coins. Je teste mon appareil, mon détecteur de tension, pour m'assurer qu'il fonctionne correctement. Il doit biper et s'allumer. Ce bip sonore m'indiquera qu'il n'y a pas de tension. Par contre, ce second bip sonore m'indiquera la présence de tension, et donc d'un danger immédiat. Je vérifie l'absence de tension entre le neutre à gauche de couleur bleue et la phase en gris placée à droite sous le disjoncteur d'abonné. L'appareil bip normalement, il n'y a donc pas de tension. Je déplace la pointe de touche de ma main droite et je la mets sur le bornier neutre du tableau. Le détecteur bip normalement. Je me place maintenant sur le bornier phase du tableau, là toujours rien. Puis je teste sur le bornier de terre, au cas où, toujours rien. Je maintiens la mesure sur la terre et je déplace ma main gauche sur le bornier neutre du tableau, pas de tension. Enfin je teste entre phase et neutre sur le bornier du tableau, là non plus, pas de tension. Pour terminer, je m'assure que l'appareil fonctionne toujours en retestant les pointes de touche. Vu qu'il bip, c'est qu'il fonctionne correctement. Il n'y a donc plus de tension au niveau du tableau et du disjoncteur d'abonné. Je peux donc me déséquiper et travailler en sécurité. J'ai souhaité refaire ce tableau pour plusieurs raisons. Premièrement, au niveau du raccordement des borniers neutres et phase, observez tous les conducteurs multibrins qui s'effilochent. Cela peut causer un mauvais passage du courant, pouvant générer une surcharge électrique et éventuellement un incendie. Côté sécurité, ces brins qui dépassent font que l'intérieur du tableau n'est plus IP2X, car on peut toucher avec les doigts des potentiels dangereux de la phase ou du neutre. D'autre part, en amont des disjoncteurs, certains conducteurs sont pontés sur les peignes.
Cela entraîne de mauvais serrages et donc de probables surcharges. Là, le conducteur orange passe devant l'appareillage. Maintenant, je vous demande d'observer le tableau et de m'identifier le nombre de différentiels. Alors, vous en comptez combien? Eh bien oui, il n'y en a que 2, alors que le tableau fait 3 rangées. Et au vu du nombre de disjoncteurs, il manque au moins un différentiel, voire 2, pour bien répartir les charges. Autre problème, la multitude des marques utilisées dans le tableau fait qu'il n'est pas possible d'y mettre des peignes pour les raccorder entre eux. Je commence par retirer les couvercles des goulottes placés en dessous et au-dessus du tableau électrique. Je débranche l'alimentation, c'est-à-dire les 2 conducteurs phase et neutre, provenant du disjoncteur d'abonné, et je les isole dans un domino. Je décable tous les conducteurs branchés sur les borniers neutres et phase tout en haut du tableau. Puis je retire ce même bornier. Je débranche les extrémités des conducteurs provenant du bornier précédent, ils étaient connectés soit sur les différentiels, soit sur le parafoudre. Ensuite, je décable les conducteurs phase et neutre en sortie du premier interrupteur différentiel, et les parties amont des disjoncteurs, là où sont placés les peignes horizontaux. Je retire les différents conducteurs et les peignes, puis je retire le premier différentiel tout à gauche. Je procède de la même manière pour les autres étages, le but étant de n'avoir plus que les disjoncteurs divisionnaires avec les départs toujours raccordés en aval. Lorsque ça c'est fait, je débranche l'ensemble des disjoncteurs en utilisant le levier du bas. Lorsque les rails sont vides, je les dévisse pour les enlever afin d'avoir accès aux conducteurs à l'arrière. Je retire l'ensemble des câbles et conducteurs de la goulotte supérieure. Pour faire le tri plus facilement, je décable tous les conducteurs de terre du bornier du bas et je retire ce dernier du tableau. J'écarte maintenant l'ensemble des conducteurs vert-jaune de la goulotte inférieure. Je sépare les conducteurs qui viennent de par le haut de ceux qui viennent de par le bas. Je repère les quelques circuits qui font le travers de la goulotte du haut vers le bas car je vais devoir les couper afin de pouvoir remplacer la goulotte. Je dévisse les supports de l'ancien tableau et je le retire de la cloison. J'enlève la goulotte inférieure et je fais de même avec celle du haut. Voilà, maintenant il n'y a plus rien de l'ancien tableau ou de la goulotte. Maintenant il faut mesurer la longueur de la nouvelle goulotte, la découper aux bonnes mesures. Vu qu'il n'y a pas de courant dans la maison, la station d'énergie est bien pratique pour alimenter la scie sauteuse. Lorsque la découpe est terminée, il faut vérifier que la nouvelle goulotte passe. Il faut faire passer l'ensemble des conducteurs dans la goulotte en veillant à n'en oublier aucun à l'arrière. On visse la goulotte contre la cloison avec des vis et chevilles. Alors vu que la goulotte est de marque Schneider et que le tableau est de marque Legrand, il est nécessaire d'utiliser ces supports universels à fixer sur la goulotte juste à l'arrière du tableau. Il s'insère en force puis se visse sur la goulotte. On a besoin de mettre 2 supports, un en haut et l'autre en bas. Ces 4 accessoires jaunes sont fournis avec le tableau Legrand. Ils s'insèrent aux 4 coins du coffret et on les verrouille d'1/4 de tour. Ils permettent de guider la vis pour fixer le tableau sur les supports, eux-mêmes reliés à la goulotte. On visse donc le tableau sur les supports universels sur 4 points, en haut et en bas. Comment installer le matériel sur le tableau? L'intérêt du tableau Legrand est que les rails peuvent se retirer simplement et sans outils. On peut ainsi organiser les circuits et les conducteurs en les plaçant aux endroits voulus. On clipse et on déclipse le rail assez facilement de cette façon. Pour insérer l'appareillage modulaire sur le rail, je pose le dessus de l'appareil sur le rail, je tire vers le bas la languette inférieure, et là, l'appareil est fixé. On peut faire de même en enlevant le rail et en positionnant plusieurs appareils en même temps. Ainsi, il est possible de préparer d'un côté l'appareillage sur le rail en fonction du plan que l'on a décidé. Puis on insère le rail complété sur le tableau en le clipsant. Les rails du tableau sont inclinables vers le haut ou vers le bas. Ainsi, pour faciliter le placement des peignes sur le dessus des disjoncteurs ou de l'appareillage, on incline le rail dans ce sens. Mais on peut également le faire dans l'autre sens pour faire les raccordements en dessous, en sortie des disjoncteurs. Précédemment, je n'avais pas débranché les anciens disjoncteurs. En effet, ils me servaient à repérer et regrouper mes circuits, afin d'éviter de faire des erreurs lors des futurs raccordements sur le nouvel appareillage.
Par sécurité, vous pouvez également identifier directement les conducteurs entre eux en regroupant les circuits, en utilisant du Chatterton de couleur claire et en y notant les informations et repérages dessus avec un feutre indélébile. Lorsque les disjoncteurs sont placés dans le bon ordre sur les nouveaux rails du tableau, je positionne les peignes sur le dessus et je visse toutes les vis des appareils. Si vous avez besoin de retirer ces peignes horizontaux avec de l'appareillage équipé de bornes automatiques comme ce différentiel, il faut d'abord dévisser toutes les vis en amont des disjoncteurs, puis au moyen d'un petit tournevis plat, il faut faire levier comme ceci. Le peigne se retire alors facilement. Attention, les peignes risquent de dépasser de vos disjoncteurs et les dents en cuivre seront plus tard sous tension. Pour éviter cela, vous pouvez éventuellement les couper à la bonne longueur pour ne pas qu'ils dépassent. Mais dans ce cas, vous ne pourrez plus les utiliser en cas d'extension. Vous pouvez aussi les isoler avec des dominos comme ceci. Cette solution n'est peut-être pas très esthétique, mais elle m'a permis d'alimenter le tableau en provisoire tout en n'ayant aucune partie sous tension accessible avec les doigts. Sachez qu'il existe aussi des protège-dents en plastique à placer sous les peignes, mais si vous avez des dominos, ils feront largement l'affaire. Il faut également penser à raccorder les différents conducteurs vert-jaune sur le bornier de terre tout en bas. Lorsque le bornier de terre est câblé, je le reclipse tout en bas du tableau. Avec le manche arrondi et lisse d'un tournevis, vous pouvez couder les conducteurs en sortie des disjoncteurs. À la place des borniers de phase et de neutre placés précédemment tout en haut du tableau, j'ai opté pour ce peigne vertical. Pour cela, j'ai pris la phase et le neutre en sortie du disjoncteur d'abonné et je les ai vissés sur ces deux borniers du peigne vertical. La vis bleue pour le neutre et la noire pour la phase. Ce peigne assurera l'alimentation des dispositifs différentiels et donc des différents étages du tableau. Lorsque l'ensemble de l'appareillage est positionné au bon endroit, on place le peigne vertical en alignant les différents trous avec les broches du peigne. On maintient le peigne en place, puis on serre l'ensemble des vis des différentiels ou du parafoudre. Pour l'identification des disjoncteurs, j'utilise les pictogrammes fournis avec le tableau qu'il faut découper et insérer dans le porte-étiquette de chaque appareil. Et pour m'aider dans le choix des étiquettes, j'utilise mon plan ou le schéma électrique. Ensuite, je positionne le couvercle du tableau. Et personnellement, j'ai opté pour une porte supplémentaire. Elle se présente sous cette forme avec ses trois petits accessoires. En fonction du sens d'ouverture que l'on souhaite avoir, il faut casser avec un petit tournevis plat les petits bouts de plastique placés ici. Puis on insère en force cet accessoire qui assurera la fermeture de la porte. Ensuite, sur la porte, on y place ces deux charnières en plastique qui permettront l'ouverture et la fermeture. On retire les deux vis du coffret, puis on clipse les charnières dans les trous. Après, il faut resserrer les deux vis comme ceci. Maintenant, on peut refermer le tableau et ne plus avoir accès au levier des disjoncteurs. Pour ne plus laisser de trous apparents dans le tableau, j'ajoute des obturateurs qu'il faut au préalable couper à la bonne longueur. Ils sont fournis avec le tableau. À l'intérieur de la porte, j'y colle ce porte-document qui me permet d'y insérer un schéma ou de la doc technique en lien avec le tableau électrique. Pour terminer l'identification des circuits, j'ai imprimé ces différents repères me permettant de localiser chaque pièce concernée par les disjoncteurs. Je les insère dans les porte-étiquettes du coffret. Et voilà, la pose du tableau est enfin terminée. Vous pouvez retrouver l'ensemble des liens vers l'appareillage utilisé dans le descriptif de la vidéo. Et si vous envisagez de faire l'achat de matériel électrique, profitez d'une réduction de 5% sur le site bisselectric.com en tapant le code ElectroToile5. Par contre, ce bon ne sera valable que sur votre première commande. J'espère que la vidéo vous sera utile, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne ElectroToile et à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Je vous en remercie par avance, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.